It's over! It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, on va résumer ensemble les points que je trouve positifs, les points assez concluants, on va dire, de cette première semaine déjà de draft, de free agency, mais aussi des premiers transferts de l'intersaison qu'on a eu. Donc oui, on est dans la période assez pleine de l'intersaison. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo tout simplement après la draft ou pour la free agency. Je voulais regrouper un petit peu toutes ces choses-là parce que je trouve que ça se complète, évidemment. On peut prendre énormément d'exemples, mais selon si on va chercher, je ne sais pas, un joueur à la draft, on attendait potentiellement un autre poste qui soit rempli avec l'aide de cette draft. Mais finalement, on fait une vidéo et 2 jours plus tard, on découvre qu'il y a un transfert pour, je ne sais pas, un ailier qui comble ce besoin-là. Eh bien, toute la vidéo précédente, tout le podcast sur le sujet se trouve être faussé. Donc c'est pour ça que je voulais attendre un petit peu que les premiers gros mouvements aient lieu pour voir si on pouvait donner des notes ou en tout cas rétablir une certaine vérité générale sur certaines équipes. Donc on va commencer très rapidement, hein. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui avec ce premier podcast, on va essayer d'aborder les points que je trouve positifs, les points vraiment positifs pour les équipes concernées. Et évidemment, si vous voyez des trous, c'est soit que les mouvements sont trop infimes à mon sens, ou alors, malheureusement, on en parlera dans un second podcast, pas sur les points négatifs, mais sur le fait que je ne trouve pas ça concluant, que j'ai encore des doutes, que ce soit par rapport au fit, par rapport au non-mouvement de certaines équipes, ou à la perte de certains joueurs, que sais-je. Donc, on en parlera dans une autre vidéo, évidemment. Donc là, on va vraiment s'attarder sur du positif à mon sens. Donc on va y aller, on va parler d'une dizaine d'équipes aujourd'hui, donc on va essayer de faire concis mais très clair. Allons-y. One word to describe Klay Thompson. Unfollow. Mid. Lit. Add. Bum. Water. Washed. That's what you're thinking. Washed. That's definitely Washed. Splash. Who? Klay Thompson. Cool. Je pense qu'il est assez logique pour moi de commencer par le premier mouvement de cette intersaison, le premier gros mouvement, ou en tout cas l'un des premiers gros mouvements avec cette équipe des Knicks. Cette équipe des Knicks m'a parfaitement convaincu dans le sens où ils ont transféré Mikal Bridges des Nets contre Bogdanovic et plus de 5 tours de draft, je pense. Donc voilà, les Knicks qui se dépouillent vraiment pour Mikal Bridges sur les prochaines années, mais qui récupèrent un joueur de 27 ans, une troisième ou deuxième option qui a déjà été aussi tout simplement dans le top 3 du Depoy quand il était encore aux Suns, qui a montré qu'il pouvait en attaque assumer un plus gros rôle quand il est parti aux Nets, même si on a vu également que ce n'était pas une star et que ça ne le serait jamais, en tout cas pas une première option offensive. Là, il va arriver dans un effectif des Knicks qui commence à vraiment être très profond, que ce soit sur le backcourt et les ailes. Il y aura des questions qui se posent évidemment. On a une équipe avec un Jalen Brunson, du coup, un Josh Hart, on a évidemment DiVincenzo, Mikal Bridges, OG Anunoby aussi qui a été re-signé pour 212 millions sur 4 ans. On peut en parler rapidement, c'est très cher pour un joueur comme ça. C'est aussi un joueur qui est dans les top joueurs au Depoy et je pense que ajouter 2 joueurs comme ça sur les ailes, c'est quelque chose de tout à fait fantastique pour les Knicks et c'est très Knicks caractéristique à mon sens. Donc à voir qui jouera, quel poste, qui jouera poste 2. On a encore Julius Randle, à voir si on le transfère aussi. Je trouve ça très correct. Évidemment, 5 tours de draft de perdu. Un joueur comme OG Anunoby qui a 40 millions par saison, c'est colossal. Mais les Knicks n'ont jamais été aussi performants et si bien construits depuis plus de 25 ans maintenant. Donc je pense que oui, c'est le moment d'aller viser tout simplement des finales de conférence, des finales NBA. Pour moi, avec ces transferts et avec ces re-signatures, on parle vraiment de contender pour un titre. Il ne faut pas le voir autrement. Ils ont une profondeur d'effectifs qui est assez colossale. Ils ont des joueurs qui ont déjà joué ensemble à l'université, qui s'adorent. Ils ont un bon coaching staff, un coach
sur lequel j'ai des doutes, il ne faut pas se mentir, mais sur lequel ils peuvent créer. Le petit point noir, et on en reparlera pour d'autres équipes, mais c'est la perte d'Isaiah Hartenstein, qui est du coup le pivot titulaire de cette fin de saison, avec la blessure de leur vrai pivot titulaire, hein, et qui du coup montre un vrai manque au poste 5, à voir si Julius Randle sera transféré d'ici là. On peut imaginer, voilà. J'aime énormément faire ça, vous le savez, mais un Julius Randle contre un Jarrett Allen peuvent être une solution assez fantastique à mon sens pour les deux effectifs, pour ne pas perdre de talent côté Cavs et potentiellement avoir ce 5 titulaire très performant qui a déjà été All-Star aussi avec Jarrett Allen. Donc évidemment là on sort un petit peu du sujet, mais je trouve ça très intéressant. C'est encore il manque peut-être encore cette option offensive suprême à côté de Jalen Brunson. Ça pourrait être Julius Randle, mais je trouve que ça fait doublon et on sait ce que ça donne en play-off. Mais bref, j'adore. Franchement, j'adore. Il y a encore du travail à faire. Évidemment, tout n'est pas fini. Il y a beaucoup de pivots et d'intérieurs qui sont déjà partis. Donc, à voir si c'est quelque chose qui se réglera peut-être plutôt lors de la saison en février, que sais-je. Mais j'aime déjà énormément ce qui s'y passe. La deuxième équipe, du coup, on peut l'aborder directement et elle est en lien avec cette première, c'est OKC. OKC a transféré Josh Giddey et tout simplement contre, Caruso. Il y a eu aussi évidemment la draft de Nikola Topic en 12, le meneur de l'Est, qui est vraiment un profil très intéressant, même si bon, il n'aura pas énormément de temps de jeu. En plus, il s'est fait les croisés, mais je crois pas que ça soit les croisés exactement. C'est quelque chose, une sorte de très grosse entorse au croisé, quelque chose de très dur et de très long. Il faut faire attention à son retour, mais il sera dans le projet de toute façon. Donc, on récupère un profil tout simplement à la Josh Giddey, qui peut vraiment s'épanouir, qui fera des allers-retours en G-League, mais ça prouve encore que OKC fait les bons coups, à mon sens, à la draft. Évidemment, on n'a pas encore vu jouer cet homme, mais ça ne serait tardé. J'aime aussi énormément en fin de premier tour la prise de Dillon Jones, qui est un joueur qui a joué dans la même université que Damian Lillard, un joueur d'1m98 à peine, 2 mètres, qui a vraiment un coffre énorme, qui fait plus de 110 kilos je crois, qui est un très bon rebondeur, qui sait faire énormément de choses sur le terrain, qui était la première option offensive de sa faculté. Et tout simplement qui a un profil totalement différent, un peu un joueur très athlétique, très rond, je dirais, pour donner une comparaison, on est un peu sur du Zion Williamson dans le profil physique, évidemment, toute proportion gardée évidemment, mais ça peut être vraiment très intéressant. Et enfin, évidemment, on a l'ajout d'un Hartenstein. Donc, je résume, parce que là, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. On récupère un Caruso qui est dans les équipes All-Defensive un peu chaque année, qui est vraiment fait pour jouer les premiers rôles dans des équipes compétitives et qui, là, pourra défendre et faire partie de cet effectif aux côtés de Luguentz-Dort ou même de Shai Gilgeous-Alexander. Donc on a vraiment un back court et des ailes avec Lou Dort, totalement élite. C'est peut-être même le back court défensif le plus performant de la ligue avec les Celtics. On a vraiment des joueurs pour défendre sur les meilleurs extérieurs de la ligue. On a des joueurs pour défendre sur Luka Doncic. On sait déjà qu'il a été énormément gêné par un Luguentz-Dort pendant les playoffs. Là, on rajoute un Caruso aussi dans cet effectif. Ça peut être tout simplement, je ne dirais pas all-time, on les a pas encore vus jouer, mais défensivement, on est vraiment sur un backcourt défensif monstre, à mon sens. Et évidemment, on avait un problème de rebond, de défense intérieure, de présence intérieure plus que de défense intérieure, et on rajoute un Isaiah Hartenstein pour 87 millions sur 3 ans, donc un contrat à 30 millions l'année quasiment, qui est assez énorme, mais on sait que c'est une jeune équipe qui n'a pas encore les gros contrats de ses joueurs, que ce soit les joueurs comme Jalen Williams, etc. Ils n'ont pas encore leur gros contrat d'arrivée, ils sont encore en contrat rookie, donc on peut se permettre ce genre de signature, et on règle vraiment un problème sur le poste 4-5 assez énorme.
dans le sens où je pense que évidemment Chet Holmgren sera le poste 5 titulaire, mais sur certaines confrontations, potentiellement, je ne sais pas, les Wolves, où ils ont un jeu très grand avec deux intérieurs immenses, ou potentiellement les Cavs, si Jarrett Allen ne bouge pas, on peut avoir un Isaiah Hartenstein en 5 et un Chet Holmgren qui joue un peu plus au large en 4. À voir si ça fonctionne, mais on peut avoir quelque chose de très adaptatif avec un Hartenstein qui sort du banc par moment ou qui est dans le 5. On peut imaginer la même chose de Caruso, selon si on veut Lou Dort en 2 ou en 3, si l'on veut que Jalen Williams, soit poste 4 ou 3, sachant qu'on sait que voilà, son poste naturel n'est pas le 4, même si il fait vraiment le taf dessus. Donc beaucoup de questions qui se posent, mais ça laisse plus de solutions que de questions à mon sens. À voir comment se développe Topic. On peut imaginer que sur cette première année, il ne joue pas, mais voilà. À la fin, on sait que Shai Gilgeous-Alexander peut jouer poste 2, il a plus joué poste 2 que poste 1 tout simplement à OKC. Donc à voir si Topic devient le joueur qu'on espérait qu'il devienne. Je dis que c'est vraiment un bon coup parce que Topic, avant sa blessure et une grande partie de l'année, était vu comme le top 3 pour certains observateurs, certains podcasts que j'écoutais, il était même vu top 1, en tout cas dans le top 5 sûr. Je le pensais vraiment tomber potentiellement, même avec sa blessure aux Spurs par exemple. Donc OKC qui le récupère en 12, je trouve ça fabuleux pour eux. C'est une intersaison qui est parfaite. OKC fait un travail immense sur ses joueurs. Je ne sais même pas comment ils arrivent à faire ça à chaque fois. Et puis je n'ai même pas abordé des 2 re-signatures qui ont l'air petites comme ça. C'est vraiment quelque chose d'assez geek, mais qui sont très importantes. C'est la re-signature d'Aaron Wiggins et d'Isaiah Joe, qui sont 2 shooters, Aaron Wiggins et Isaiah Joe, 2 shooters assez élites, qui sortent du banc, mais qui peuvent vraiment avoir ce rôle de titulaire aussi en play-off, et on l'a vu quand Josh Giddey, ça n'allait pas, et qui peuvent aussi assumer des rôles de connecteurs, et ils n'ont pas été, pour le coup, payés très cher. Ils s'inscrivent dans un projet très long terme, au contraire un petit peu d'Hartenstein, qui voilà, on a mis le pactole un petit peu sur lui. Donc voilà. Évidemment, on va parler d'un autre sujet, troisième sujet. Pour l'instant, c'est assez clair. J'essaie de ne pas trop me perdre. Vous savez que c'est mon habitude. Habituellement, je me perds énormément dans ce que je dis. Mais voilà, pour le troisième sujet, j'ai décidé d'aborder tout simplement Atlanta. Atlanta était le premier choix, donc vous saviez que ça allait tomber. Je me posais énormément de questions sur la viabilité du projet. Et potentiellement, j'ai l'impression qu'on est tombé sur quelque chose de plutôt correct avec Atlanta, malgré ce qu'on dise. On a eu déjà un transfert de Dejounte Murray contre Dyson Daniel, contre tout simplement des joueurs comme Larry Nance, et aussi 2 premiers tours de draft futurs, tout simplement des Pelicans. Je crois qu'il y en a un des Lakers, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà. Déjà, on récupère Dyson Daniels et Larry Nance. Vous me direz, la perte de Dejounte Murray, c'est vraiment une catastrophe. En tout cas, ce qu'on récupère à côté, mais je ne suis pas forcément d'accord. On a perdu beaucoup de tours de draft avec son transfert des Spurs. On en récupère 2, c'est déjà très correct. On récupère Dyson Daniel, qui est un poste 1, 2, 3, vraiment très versatile sur le sujet, de seulement 21 ans, un énorme défenseur qui a fait des progrès balle en main, même s'il était beaucoup moins sur le terrain cette année à mon sens, côté Pelicans. Et on récupère un soldat, un lieutenant, enfin non pas un lieutenant, un vétéran très très correct avec Larry Nance qui peut jouer poste 4-5 selon les match-ups. Je trouve ça vraiment j'allais dire fabuleux, mais en tout cas, c'est niveau fit, c'est parfait. Dans le sens où, en fait, on se met dans l'idée que Trae Young sera la première facette héliocentrique de l'attaque, à la manière de justement ce qui se passe avec Jalen Brunson. On met à ses côtés un joueur qui, évidemment, devra progresser au tir, Dyson Daniels, mais qui, à côté de ça, peut être ce connecteur et ce défenseur énorme pour gommer les carences, on va dire, de Trae Young sur le sujet. Évidemment, ça sera jamais un gros défenseur. Et à côté de ça, évidemment,
grosse draft. On en parlera évidemment comme les gagnants, comme les bons côtés de cette semaine. Les Français en haut de la NBA, en haut des prospects NBA. Zaccharie Risacher qui a été drafté en première position par Atlanta. Et du coup, qui se rajoute tout simplement à ce projet en tant que poste 3. Donc, on aurait vraiment un effectif autour de Trae Young, Dyson Daniels, Zaccharie Risacher, Jalen Johnson, qui lui aussi est une pépite et vraiment une des darlings de la saison dernière, il faut le regarder jouer tout simplement. Et pour moi, le poste 5 et sera Okongwu, parce que Clint Capela n'a plus l'air d'être dans le projet. À voir là où il sera transféré, les Knicks par exemple. Ça serait une bonne solution pour eux. Mais voilà, on a un effectif qui est plus jeune, qui en potentiellement a moins de talent immédiat, mais beaucoup plus de potentialité et un fit que je trouve parfait. Parce qu'on a un Trae Young, du coup, offensivement, qui pourra s'éclater, à mon sens. Dyson Daniel et Zaccharie Risacher, qui sont des gros défenseurs, qui peuvent être des connecteurs aussi, et qui demandent que à se développer offensivement. Il le faudra. Jalen Johnson est un joueur très intelligent, qui sera peut-être la deuxième facette offensive à voir avec Zaccharie Risacher, mais ça peut être très intéressant. Et Okongwu, qui attend depuis des années ce poste 5 titulaire, qui pour moi, potentiellement sera peut-être le point faible de cet effectif en premier lieu. Vraiment, j'ai énormément confiance en Dyson Daniels. Mais je trouve ça très très correct. Et si on parle du banc, on a un Kobe Bufkin qui montre d'énormes choses en G-League, qui a été drafté l'année dernière dans une année de draft et une classe de draft assez très intéressante, qui peut jouer aussi poste 2 à la place de Dyson Daniels. On a évidemment Bogdanovic, qui est l'un des meilleurs 6e hommes de la ligue, qui a été, je crois, re-signé. Hunter, qui sera peut-être transféré. Je sais pas s'il fait encore partie du projet, mais moi, je le ferai sortir du banc à la place de Zaccharie. Jalen Johnson, évidemment, et Okongwu, comme je l'ai dit. Donc on a vraiment 8 joueurs dont 7 avec du potentiel et un vétéran comme Bogdanovic, et évidemment Trae Young qui peut-être peut encore évoluer, mais on ne peut pas dire qu'il a beaucoup de potentiel dans le sens où il l'a beaucoup atteint déjà, finale de conférence, All-Star, etc. Donc il y a un manque de talent immédiat, mais cette reconstruction assez rapide me fait dire que potentiellement, peut-être que ils peuvent récupérer un pic l'année prochaine ou encore un joueur. Peut-être qu'ils seront pas compétitifs vraiment cette année. Et on peut vraiment être surpris selon la progression de Zaccharie Risacher et le fit Dyson Daniels Trae Young. Mais en tout cas, on verra un Trae Young renouvelé à mon sens, dans le sens où sans Dejounte Murray, il pourra être libéré offensivement. Et même défensivement, il a fait des progrès. Donc je trouve ça parfaitement acceptable et parfaitement incroyable. Voilà. Autre sujet très intéressant à mon sens. Je ne sais pas comment en parler. Je pense qu'on parlera d'un petit peu de tout en même temps. On se posait des questions du coup sur Paul George. Paul George a signé pour 212 millions sur 4 ans, côté des Sixers. Je trouvais ça énorme en premier lieu quand j'y ai pensé. Et heureusement du coup que j'ai réfléchi à cette question plus tard et que je n'ai pas sorti de podcast sur le sujet directement. Parce qu'au final, potentiellement, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut si on veut que Embiid soit compétitif, si on veut que cet effectif fasse toujours partie des contenders. Il était obligatoire d'aller chercher Paul George. On ne pouvait pas passer une autre année avec une deuxième option comme Tyrese Maxey, en tout cas sans une troisième star, parce que peut-être que Tyrese Maxey sera cette deuxième option cette année. Mais c'était très compliqué pour les Sixers sans ce star power. Paul George a 34 ans, il sera payé plus de 55 ou 58 millions, j'en ne sais rien, à 38 ans. Ça posera problème sur 1 ou 2 ans, peut-être plus si on n'a pas de chance, mais ça t'offre une fenêtre de tir qui s'agrandit encore. Embiid, on sait, veut continuer aux Sixers, c'est sa famille, il s'y sent bien, et je pense qu'avec Paul George, on peut vraiment passer ce cap du deuxième tour. Donc voilà, c'est ce qu'il faut mettre sur la table pour attirer un joueur comme Paul George. Je pense qu'il n'aurait rien accepté d'autre. L'effectif est encore incomplet. On a eu la perte de Batum, c'est un peu dommageable, dans le sens où pour moi c'était vraiment un parfait complément. On l'a vu au premier tour des playoffs. Mais il y a beaucoup de signatures qui ont été faites, je pense.
avec des joueurs, des joueurs référencés, des options fiables qui ont signé, même Jared McCain qui a été drafté, qui est un excellent shooter, même s'il y a un manque de taille. Moi, je pense que l'ajout de André Drummond sur le banc, de Kelly Oubre, soit sur le banc, soit sur les ailes, sont déjà des ajouts très significatifs et qui peuvent apporter énormément à cet effectif. Il manque encore de profondeur, mais l'effectif n'est pas construit. C'est peut-être le problème qui se posera aussi, c'est que c'est un effectif qui n'a entre guillemets jamais joué ensemble. Kelly Oubre, Embiid et Maxey ont déjà joué ensemble, mais le reste, il faudra le construire. On verra où se placera Paul Reed dans les discussions, mais il manque encore beaucoup de monde. Mais les Sixers se placent déjà comme l'un des effectifs les plus star power, les plus puissants à l'Est. On sait qu'Embiid tournait à 35 points de moyenne avant sa blessure. On sait quel joueur il est, même blessé. Tyrese Maxey sort d'une saison All-Star à 26 points de moyenne, avec des grosses perfs aussi, lui aussi en play-off. Paul George reste Paul George. Je pense que ce n'est plus, ça fait très longtemps, mais ce n'est plus cette première option. Mais en passant en option 2 ou 3, potentiellement plus 3, il pourrait vraiment être le joueur qui fait passer un énorme cap. C'est ce joueur qui aurait dû être Jimmy Butler à un moment, peut être Paul George quelques années plus tard. Donc voilà, je suis parfaitement content de ce début d'intersaison pour les Sixers. Malgré, et on va en parler, voilà le petit lien, la perte de D'Anthony Melton, au profit de Golden State. Golden State, du coup, qui le récupère pour 1 an et 11 millions de dollars. Je pense que c'est un joueur qui, malgré son manque de taille, pourrait vraiment compléter la perte de Klay Thompson, la perte dont on parlera plus tard. La perte de Klay Thompson, pour moi, et du coup, ce début d'intersaison de Golden State amène du positif. Du positif, pourquoi ? Du positif dans la potentialité, je pense, de tourner une page et d'arrêter de ressasser une époque qui a eu lieu, une époque grandiose avec les Splash Brothers. Là, on a décidé de vraiment tourner cette page. Klay Thompson, de toute façon, ne voulait pas revenir parce qu'on lui a proposé un plus gros contrat que Dallas, là où il a été, et on en reparlera de Dallas, peut-être pas dans cette vidéo, je ne sais pas. Mais pour Golden State, j'aime beaucoup l'ajout d'Anthony Melton. Il y a énormément à faire, mais je pense que du coup, on peut laisser plus de place aux jeunes. On a Podziemski, on a Moses Moody, on a Kuminga, on a encore Draymond Green et Steph. Ce ne sera pas une équipe qui jouera le titre, c'est une certitude. Mais je pense qu'entre Podziemski et Kuminga, déjà, on a 2 joueurs qui peuvent potentiellement être soit des super lieutenants, des lieutenants de luxe, et pour le cas plus de Kuminga, potentiellement un All-Star, un jeune All-Star, un All-Star en puissance. On sait que rien que la saison d'avant, il sortait encore du banc en début de saison, donc il faut lui laisser le temps d'adopter ce rôle de titulaire, mais des perfs à 26 points de moyenne sur plusieurs matchs, 20 points de moyenne post-All-Star break, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, pas beaucoup d'ajouts, beaucoup de pertes. On a aussi la perte du poste 5 qu'il faudra renouveler. Je pense que Draymond Green ne doit pas être ce poste 5. Mais pour moi, Golden State suit enfin un cours beaucoup plus logique en sachant que Curry a encore à 36 ans, donc on ne peut pas tout baser sur un dernier run avec lui. À voir parce que ce bon côté, on va dire, d'une transition enfin acceptée côté Golden State, qui peuvent rester compétitifs, mais ce bon côté peut vraiment être détruit par l'arrivée d'un joueur, je ne sais pas, comme DeRozan dans les prochaines semaines, que sais-je, même s'il n'y a pas vraiment d'indice là-dessus. Mais en tout cas, moi, au jour où je fais ce podcast, je suis vraiment content de la direction que prend Golden State, à voir s'ils peuvent ajouter des joueurs de caractère, pas forcément des stars ou alors des jeunes stars, mais il n'y en a pas beaucoup sur le marché. N'allez pas prendre Zach LaVine par exemple, pour potentiellement continuer sur ce bon côté. Donc on va continuer un petit peu. Là, on va aborder beaucoup plus le côté draft, je vous l'avoue. Et ça va être assez particulier, mais j'ai décidé de parler des Wolves. Les Wolves. Comment dire que quelle masterclass. On ne sait pas ce que vaut ces joueurs, les joueurs qu'ils ont pris à la draft, mais on sait qu'ils répondent à des problématiques, on va dire, qu'avaient les Wolves en play-off ou la saison dernière, qui sont réelles et ils y répondent directement.
déjà un Rob Dillingham. Alors Rob Dillingham, un meneur créateur pour lui-même et pour les autres, assez impressionnant, très smooth, avec énormément de talent au premier pas pour effacer ses adversaires, mais évidemment qui est un joueur d'1m85, 86, 87, que sais-je, très léger et qui défensivement ne fera pas le poids. C'est pour ça que le prendre au début de la draft était très dangereux, parce que à part si ça devient un joueur à 25 points de moyenne, et je n'y crois pas forcément non plus, eh bien comment faire pour que ce joueur n'ait pas un impact négatif sur le terrain au vu de sa défense? Bah tout simplement en le faisant venir aux Wolves, c'est-à-dire la meilleure défense de la ligue, à côté de joueurs comme Anthony Edwards, Mike Conley qui pourra du coup le diriger et vraiment en faire un vrai joueur de basket entre guillemets, évidemment avec ce front de courte qui protégera ses arrières, et en le faisant sortir du banc. Potentiellement, si Dillingham sur ces 3 prochaines années devient un joueur d'importance, il pourra même reprendre la suite de Mike Conley qui a quand même 37 ans, et il ne faut pas l'oublier, et bien sûr un joueur pique en 8 en échange de tours de draft de 2030 et 31. C'est vraiment très intéressant pour les Wolves, c'est vraiment quelque chose d'inespéré entre guillemets. Et bien sûr, le deuxième joueur qu'ils ont pick dans cette draft, un joueur de fin de premier tour, c'est Terrence Shannon Jr. Donc Terrence Shannon Jr., excusez-moi, dire tous les mots est assez compliqué, est un joueur qui a beaucoup moins de potentiel en effet, parce que c'est un joueur déjà de 23 ans qui joue sur les ailes, gros scoreur, dynamiteur aussi, mais c'est un joueur qui a été à plus de 20 points de moyenne à l'université. C'est un des joueurs les plus forts du pays, tout simplement, en université. Il récupère un joueur qui pourra aussi potentiellement, s'ils le perdent, prendre la place de Kyle Anderson sur le banc. Et c'est vraiment un joueur, s'il arrive à avoir un rendement offensif, peut-être pas 20 points de moyenne comme en NCAA, il faut pas exagérer, mais potentiellement 12 à 14 points de moyenne, arriver à relancer un peps offensif pour une équipe qui, voilà, en manque aussi, hein, parce qu'il n'y a pas ces options offensives, ces 1000 options offensives comme les Celtics, malgré une équipe qui est très forte et qui est potentiellement un contender. L'ajout de Dillingham et Terrence Shannon Jr., pour moi, répondent à des problématiques offensives sans perdre cette vision de défense tout-terrain, de défense ultime côté Wolves. Et tout simplement, pour moi, ils font partie des grands gagnants de cette draft. Bref, on va continuer avec la draft, hein, en parlant très rapidement de Chicago. Chicago qui décide déjà en transférant Josh Giddey. Beaucoup ont critiqué, hein, à mon sens c'était un peu légitime parce qu'il manque quand même des tours de draft, surtout quand tu vas du côté des OKC, t'espères au moins un tour de draft, mais il récupère quand même un meneur talentueux de plus de 2 mètres qui l'année dernière avait fait une grande saison. Cette année c'était plus compliqué, il ne faisait plus partie du projet, mais moi je me souviens ce qu'on en disait l'année dernière. On disait que c'était potentiellement l'un des meneurs les plus impressionnants de la ligue, et qu'il était vraiment sur ce point-là seul, en concurrence avec des Luka Doncic dans sa vision de jeu, sa vision du passing game. Et tu rajoutes ça à un effectif jeune où Josh Giddey pourra peut-être gommer ses défauts qui sont réels aussi, c'est-à-dire sa défense et son shoot à 3 points. En quelque sorte, ça peut être vraiment très très intéressant pour lui. Ensuite, à la draft, ils réussissent à avoir en 11 l'un des joueurs qui était vu lui aussi dans le top 3 de la draft au début de l'année, avec Matas Bouzelis. Je ne sais pas si ça sera le plus grand talent de cette draft, j'ai du mal à le voir, je pense que physiquement il a énormément de défauts, mais je trouve que déjà pour l'idée et pour le fait que voilà, on entame une reconstruction, avoir un jeune qui est né et qui a grandi à Chicago, on a vu sa réaction quand il était drafté, hein. Je pense qu'il était vraiment déçu de descendre autant parce qu'il était vraiment vu dans le top 8, j'imaginais que les Spurs allaient le choper en 8 potentiellement. Ça n'a pas été le cas, mais je pense qu'il a oublié ces histoires de classement dès qu'il est tombé
à Chicago, il en a pleuré. C'était peut-être le moment le plus émouvant de la soirée, à part bien évidemment nos 3 Français. Donc moi j'ai vraiment apprécié, je pense que c'est un joueur très talentueux qui potentiellement à terme peut être un connecteur à 16-17 points de moyenne, assez intelligent et qui est pas négatif en défense, à voir comment ça se développe. Mais on a vraiment une base intéressante de jeunes, de Josh Giddey, Matas Bouzelis, Cody White, et j'ai oublié son nom, voilà. Le poste 4 voilà qui était vu comme Kawhi à sa draft, vous le retrouverez peut-être en commentaire, mais voilà, non, on a vraiment une base de jeunes, il faut réussir à transférer ou à lâcher DeRozan et Zach LaVine maintenant, ce n'est pas gagné au vu du non-marché pour DeRozan, mais Chicago entame enfin quelque chose de logique, c'est-à-dire une reconstruction. On verra ce que ça donne parce que leurs cadres sont encore tous là, mais ça se sent à leur manière de drafter, à leur trade notamment de Caruso. Moi, je le trouve pas si négatif que ça, ce trade, comme je le mets de toute façon dans cette vidéo, vous l'aurez compris. Et on peut continuer, on en a parlé, Washington, les 7 équipes de Washington qui piquent en 2 Alex Sarr, autre Français, donc on a 2 Français aux 2 premières places. On en reparlera, beaucoup en ont parlé, mais c'est tout simplement all-time, c'est quelque chose qui n'a jamais lieu et qui n'aura peut-être jamais encore lieu. 2 joueurs de la même nationalité non américaine qui sont draftés aux 2 premières places, c'est totalement énorme. Donc on a Alex Sarr drafté en 2, Bob Carrington en 14, Kaichon George, le Suisse, donc un autre francophone, en fin de premier tour. On a aussi l'arrivée de Brogdon, qui vient du coup de mes Portland Trail Blazers en échange de Denis Avdija, et aussi la signature pour 30 millions, je crois, sur 3 ans de Valanciunas. Donc on a une reconstruction qui a amorcé énormément de talent. Voilà, déjà énormément de gens sur le poste 1. Il n'y a peut-être pas le poste 1 de l'avenir, à voir ce que donnera Bob Carrington, mais on a déjà énormément de gens à faire progresser. Un Alex Sarr qui pourra jouer en poste 5 et qui aura énormément de liberté pour grandir, peut-être qu'il pourra jouer à côté de Valanciunas en poste 4, Valanciunas, si vraiment ça se passe mal, je l'espère pas pour Alex Sarr, pourra prendre le poste 5 et Alex Sarr sortir du banc, mais vraiment ça serait maléfique, ça serait horrible pour côté Alex Sarr et côté Washington. Mais un Kaichon George, voilà, un grand ailier très intéressant aussi. 3 postes clés qu'on remplit, donc un poste 1, 3 et 5. L'arrivée de Brogdon qui est l'un des meilleurs vets tout simplement de la ligue en termes de caractère, mais aussi en termes de 6e homme, de meneur de métier. Ils peuvent avoir des joueurs encore, voilà, à transférer, du coup avec Malcolm Brogdon aussi. Ils l'ont perdu en échange de tout simplement un Denis Avdija qui était encore jeune, qui était un excellent joueur, mais qui se sentait tout simplement pas à sa place à mon sens à Washington. Ils récupèrent le pick 14 qui transforme en Bob Carrington, ils récupèrent Malcolm Brogdon, ils récupèrent énormément de choses très intéressantes pour leur futur. Donc voilà. C'est une reconstruction, ils seront 14e l'année prochaine. On insultera sûrement des joueurs dont là on loue les services comme je ne sais pas Bob Carrington ou Kaichon George. Peut-être que voilà, c'est des joueurs à 4 points de moyenne, mais dans l'idée, dans le processus, je trouve ça tout à fait excellent et voilà, tout simplement on va pouvoir continuer sur une autre équipe qui est pour moi les Spurs dont vous voyez pourquoi j'ai fait cette vidéo en début de semaine alors que la draft a eu lieu mercredi il y a 6 jours. C'est tout simplement parce que perdre le pick 8 comme j'en ai parlé avec les Wolves pour des tours de draft de 2030 et 2031 des Wolves, donc dans 6-7 ans on ne saura pas ce que ça vaut, c'est très très particulier. Donc heureusement que je n'ai pas commenté juste le premier tour, parce que tout simplement au second tour ils ont pris ce meneur de métier qu'on attendait tant aux Spurs. Ils ont pris aussi en place 4, en pick 4 de cette draft, Stephen Castle, donc autre meneur, même si très particulier. Et ils ont pris un joueur qui a énormément glissé, que je voyais à Orlando dans les picks 18 à 20, le jeune Johnny Furphy. Donc déjà,
et ils ont pris, je sais plus si je l'ai dit, du coup, ce meneur de métier, c'est Juan Núñez, je sais pas, Juan Núñez, mais du coup, poste 1 titulaire des Espagnols quand ils ont joué l'année dernière, joueur encore très jeune, sous-dimensionné, mais qui en attaque peut tout simplement faire vivre une attaque, à voir comment il sera potentiellement protégé défensivement. Et maintenant, après tout ça, eh bien on a Golden State, et j'en ai pas parlé d'ailleurs, Golden State qui a coupé les 30 millions de Chris Paul. Chris Paul, joueur de 39 ans, joueur qui ne peut plus jouer 30 minutes par match à mon sens, qui est beaucoup plus blessé, mais c'est potentiellement celui dans la ligue qui connaît le plus le basket, et déjà encore aujourd'hui, l'un des meilleurs passeurs de cette ligue, tout simplement. Et ce joueur-là, plutôt que d'aller courir, faire une fin de carrière très très laide auprès de plein d'effectifs comme Carmelo Anthony ou d'autres l'ont fait avant lui, même James Harden en soi, même si c'est encore un très très bon joueur. Chris Paul a décidé d'abandonner ce projet de titre et de former tout simplement la jeunesse des Spurs en rejoignant les Spurs pour 1 an. Je trouve ça fabuleux, parce que ça ne leur fera pas passer un cap, ça c'est une certitude, mais on a parlé de Stephen Castle, on a parlé de Juan Núñez, on a aussi Trey Jones. Donc déjà pour ces meneurs-là, de pouvoir évoluer à côté d'un Chris Paul qui sera sûrement titulaire, mais qui peuvent lui apprendre les rudiments du métier. Et je pense à Núñez en premier lieu, qui est un meneur européen, qui est très ADN Spurs et qui à mon sens peut devenir soit le 6e homme, soit un joueur qui reste 6-7 ans. S'il arrive à se développer aux Spurs, je trouve que l'arrivée de Chris Paul, c'est énorme pour lui. Mais alors l'arrivée de Chris Paul, juste tout simplement pour avoir des lobes pour Wemby, pour organiser ses attaques, je pense que c'est incroyable. Je pense que même pour les autres joueurs qui ne doivent pas copier évidemment Chris Paul, pour Sohan, pour Devin Vassell, pour Wemby, c'est quelque chose d'incroyable. Ce sera plus un assistant coach que vraiment un joueur qui te fait atteindre le play-in ou les playoffs. Mais tout simplement, c'est peut-être le joueur qui leur fait passer un cap, et je l'ai entendu partout, je vais le répéter ici, c'est un peu ce qu'il avait fait à OKC pour Shai Gilgeous-Alexander. On sait ce que ça a donné. Espérons que la même chose se passe côté des Spurs. Et parce qu'on l'a pas beaucoup abordé, Stephen Castle en 4. Pour moi, ce n'est pas le profil d'une superstar, mais c'est un joueur qui peut jouer 12 à 14 ans dans la ligue. On peut espérer une sorte de Jrue Holiday, Marcus Smart plus en quelque sorte. Un joueur qui dit lui-même qu'il n'a pas pu montrer ses talents à la création. Donc on verra si en lui mettant les balles en main, il en développe plus, même si j'ai des doutes. Mais c'est un meneur entre guillemets, plutôt un connecteur de 2 mètres qui joue sur le backcourt, qui a des problèmes au shoot, mais qui est défensivement élite. Ça veut dire que tu règles tous tes problèmes backcourt défensifs avec Vassell et Trey Jones. Là, tu as enfin un joueur qui peut tenir son backcourt. Avec Wemby, ça peut déjà être un casse-tête pour énormément de joueurs l'année prochaine. C'est peut-être le profil comme Jalen Suggs. Voilà, c'est peut-être un profil à la Jalen Suggs au potentiel, et je trouve ça excellent dans une draft où on ne sait pas s'il y aura des superstars. Donc à voir s'il joue poste 1, poste 2, s'il remplace Devin Vassell qui ne fait plus partie du projet. De toute façon, ils ont le temps de se poser des questions. Peut-être que les deux peuvent jouer ensemble si on fait un jeu particulier un peu à la manière de Denver, où en fait Wemby porte plus la balle que le meneur, même s'ils auront besoin d'un meneur. À voir. Énormément de questions se posent, mais je trouve qu'on aborde aussi énormément de solutions. Et il nous reste deux équipes avant de potentiellement lâcher quelques takes que j'ai bien aimés, de voir un petit peu ce qui va se passer. Déjà, et c'est très léger, mais je trouve ça très correct. Houston est une équipe qui travaille bien depuis 1 an, depuis qu'ils ont changé de coaching staff. C'est très bien. Là, ils draftent en 3, donc vous allez me dire c'est facile, mais potentiellement, moi, j'avais peur d'énormément de trades, de bazarder des jeunes comme ça. Non, ils ont décidé de garder leur pick 3, de drafter, et tout simplement, ils ont drafté Reed Sheppard.
encore un guard de Kentucky un peu qui jouait avec Dillingham du coup, qui est lui aussi petit mais qui défensivement peut faire beaucoup plus le taf. Déjà il est plus grand que Dillingham, il a un athlétisme supérieur, il est beaucoup plus coffre, on va dire, que Rob Dillingham. C'est Reed Sheppard, donc, qui est aussi l'un des meilleurs shooters, qui shootait à plus de 50% à 3 points l'année dernière, qui est top 3 de cette draft, mais qui a pas le profil d'être un top 3. Et le fait d'arriver à Houston, beaucoup disent oui, ça va peut-être lui gâcher sa progression. Je pense pas. Je pense pas que si tu tires 20 fois par match, tu fais des erreurs, t'es critiqué dans une équipe nullissime, c'est ça qui te fasse progresser. Je préfère qu'il joue 14 minutes par match sur sa première saison et qu'il shoot, qu'il pose des écrans, qu'il se démarque, qu'il essaye de porter la balle par séquence et qu'il soit pas négatif en défense dans une équipe qui va essayer de viser le play-in ou les play-offs, plutôt que voir Sheppard se faire huer parce qu'il est à 12 points de moyenne, à 38% au tir et 35% à 3 points. Vous voyez ? Donc je trouve ça très correct. Il y a eu aussi l'arrivée des A.J. Griffin en provenance du coup des Hawks, qui n'était plus dans le projet. C'était assez incompréhensible après une première saison prometteuse. C'est un joueur très soumis aux blessures, mais un joueur avec un talent en termes de shoot assez terrifiant aussi. Donc on a évidemment Houston qui manquait de shooters, qui récupère un des meilleurs shooters de NCAA et un potentiel top 3 de la draft qui peut évoluer. Voilà, on parlait d'énormément de joueurs, je suis pas forcément d'accord avec les noms cités. Le plus intéressant, c'est un mini Derrick White, en quelque sorte un vrai soldat à la manière de Derrick White, plus petit mais avec un shoot peut-être encore plus élite, et A.J. Griffin qui peut-être par séquence de 12 minutes avec des allers-retours en G-League, si il arrive à s'intégrer, peut avoir des vraies minutes, un petit peu à la manière d'OKC qui utilise Isaiah Joe et Wiggins en sortie de banc, Aaron Wiggins évidemment. Donc oui, j'aime beaucoup, c'est léger entre guillemets parce qu'on draft quand même un top 3, mais Houston fait un taf excellent par rapport à ses besoins, sans perdre en termes d'assets et sans perdre en termes de potentialité, avec encore des joueurs qui ont 21 et 19 ans quoi. Non, c'est excellent. Et donc voilà. Et pour finir, j'ai décidé aussi de parler de tout simplement, pour moi, ceux qui ont fait la meilleure draft cette année. C'était déjà, à mon sens, ceux qui avaient fait la meilleure draft, entre guillemets, avec les assets qu'ils avaient l'année dernière. C'est tout simplement le Jazz. Le Jazz a drafté Cody Williams en 10, Isaiah Collier, je crois, en 29, quelque chose comme ça, et Kyle Filipowski en 32, 31. Encore une fois, je n'ai pas le nombre exact. N'empêche, encore une fois, on prend une logique qui a l'air de marcher, qui a l'air d'être le cas quand tu prends 2-3 joueurs à la draft, c'est de prendre un 1-3-5. Une facette assez intéressante. On a donc Cody Williams, qui est le petit frère de Jalen Williams, qui a un potentiel énorme et qui était un de mes ailiers préférés de la draft, un shooter à 3 niveaux, qui a un premier pas assez lent mais qui est assez smooth, qui défensivement peut faire le taf, qu'il développe un corps évidemment, mais c'est déjà impressionnant. Il est plus grand que son frère, il faut le savoir, son frère qui joue poste 4, qui est évidemment un plus gros coffre, mais on verra ce que ça donne. Donc oui, Cody Williams peut vraiment prendre le pas et devenir un excellent joueur NBA. Si son frère l'a pu, j'ai pas l'impression que ça soit le mauvais petit canard de la famille. Il arrive en NBA bien plus tôt, donc on verra sûrement pas une première saison comme l'a fait son frère, mais Cody Williams peut être cette troisième option d'une équipe compétitive à mon sens. Ensuite, Isaiah Collier, au début de l'année précédente, avant qu'il arrive à USC, était vu comme l'un des top 3, lui aussi. Je parle beaucoup de top 3, mais top 3, top 5, je l'ai déjà vu top 1 l'année dernière de cette draft. C'est un meneur d'1m93 qui lui aussi a un corps fantastique en termes de musculature, qui est pas un gros dunker ou quoi, c'est un joueur qui a eu une année très très compliquée. USC, c'était un enfer, mais je pense encore aujourd'hui que c'est le meilleur distributeur, le meilleur passeur de ballon de cette draft. C'est un joueur,
qui doit développer son tir, qui perd énormément de ballons, mais pour moi, c'était vraiment le cadre USC qui posait problème. C'est un joueur qui... c'est dur d'être meneur en NBA, donc je ne veux pas m'avancer. Mais moi, c'est un de mes chouchous de cette draft. Je ne comprends pas pourquoi il est descendu si bas. Il y avait vraiment des joueurs, des équipes plutôt, qui devaient prendre le pas de le drafter et qui pouvaient prendre le risque, surtout. Ce risque est minime en 29. Et le Jazz, avec leur coaching staff, avec leur jeu offensif, je trouve ça génial. J'en avais déjà parlé parce qu'en fait, Cody Williams arrivait pour moi en 10 au Jazz dans ma mock draft. Et du coup, le faire jouer à côté d'un Keyonte George, à voir défensivement, je le répète, mais qui est un joueur d'1m93, peut-être 1m96 en chaussures, qui a un corps énorme et qui va jouer avec un vrai coaching qui pourra se développer, je trouve ça incroyable. Et enfin, Kyle Filipowski, qui lui aussi a descendu, mais le Jazz est vraiment trop fort et que font les autres équipes, tout simplement. C'est un joueur qui posera énormément de limites défensivement, mais c'est peut-être l'un des postes 5 les plus crafty offensivement de cette classe de draft. C'est un joueur qui peut s'écarter, je l'ai vu faire des moves en NCAA qui sont assez fabuleux. C'est un joueur qui a l'air très intelligent aussi, intelligent sur le terrain, parce que voilà, on va pas parler de ces histoires extra-sportives avec son ancienne nounou qui est devenue sa femme ou cette secte de mormons, etc. Il arrive au Jazz, donc ça devrait aller niveau mormon. Mais bref, en tout cas, je trouve que déjà pour une équipe qui n'aurait personne style tout simplement Washington, cette base de 3 joueurs pourrait être très intéressante pour débuter une reconstruction. Mais avec tous les joueurs, les jeunes joueurs qu'ils ont déjà, Keyonte George, Walker Kessler, leur poste 4 aussi qui a été pick en 9, je ne sais plus son nom, je suis désolé, mais qui lui aussi a énormément de potentiel. La possibilité aussi d'avoir Sexton, énormément de joueurs qui peuvent soit transférer, soit récupérer des assets, des transferts, ou alors développer ces jeunes-là. Je pense que Sexton, pour développer le jeu offensif d'un joueur comme Isaiah Collier, c'est très intéressant. Ils sont compatibles avec les jeunes déjà présents. Il y aura énormément de monde sur l'aile, c'est une certitude. Donc à voir si Cody Williams, j'espère, ne cirera pas le banc, parce que ce ne serait pas normal au vu du talent qu'il a. Mais avec Cody Williams, imaginez, Isaiah Collier, Keyonte George, Cody Williams en 3. Ensuite, tu ajoutes potentiellement, du coup, ce poste 5 dont ce nom ne veut pas venir à mon esprit. Ce poste 4 dont ce nom ne veut pas venir à mon esprit, je suis désolé. Et potentiellement Walker Kessler, Kyle Filipowski qui tournent chacun à 28 et 23 minutes de jeu ou un truc comme ça. Je trouve ça excellent pour une jeune équipe. À voir qui sera la star, si on a une. Si on a peut-être une option 3 et 2 avec Keyonte George et Cody Williams, si Isaiah Collier se révèle en étant, que sais-je, une sorte de Westbrook sans la verticalité, là j'abuse, voilà, complètement, ce ne sera pas le cas. Ou alors Isaiah Collier est une sorte de, Harden, un vieux Harden, le Harden de cette année. Ça pourrait déjà être énorme, vous voyez. Donc non, j'adore cette équipe du Jazz, je n'aime pas la franchise du Jazz en tant que telle. Mais comment dire que, ça c'est une équipe qui travaille bien, c'est une équipe qui travaille excellemment bien. Bref, je vais lâcher 2 petits noms aussi, qui sont pour moi juste des noms. Je trouve que tomber aux Lakers pour Dalton Knecht, c'est excellent. Un poste 3 qui a 23 ans, qui est un gros shooter, qui est un joueur off-ball excellent, qu'il faudra peut-être cacher en défense, à voir s'il peut progresser là-dessus. Mais je trouve ça excellent aux Lakers. On sait que de toute façon, LeBron et des shooters, ça marche toujours. Donc il a un peu glissé aussi. Je crois qu'il est tombé en 17 ou en 18. Donc les Lakers ont fait ce gros coup-là à la draft. C'est parfait. Et aussi Tyler Smith, donc le joueur de la G League Ignite, qui était beaucoup moins médiatisé que Booz Ellis ou Ron Holland par exemple. Eh bien, c'est un talent qui tombe aux Bucks sur les ailes à développer, donc, mais un talent qui pour moi, c'est un joueur qui aurait dû tomber dans le top 15 aussi. Il l'a jamais été pour le coup, mais moi quand je l'ai vu jouer, quand j'ai vu des bouts de match, des highlights, évidemment les highlights ne parlent pas toujours correctement, mais je trouvais ça totalement incroyable
incroyable qu'il ne soit pas vu plus haut. C'est un joueur assez complet, avec des dimensions physiques et athlétiques assez impressionnantes, un futur scoreur en devenir. Donc pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être que voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a un groupe de jeunes ailiers un petit peu bruts et athlétiques côté Bucks. Si un ou deux se développent correctement, on peut avoir un petit renouveau côté Bucks et ça serait pas de mal vu l'âge de cet effectif. Enfin bref, je pense qu'on a terminé. Je pense que j'ai dit un petit peu tout le positif que j'avais à dire sur l'ensemble des franchises. Vous remarquerez qu'il y en a dont je n'ai pas parlé. Peut-être que je trouve ça soit pas intéressant, soit cette intersaison n'a pas encore vraiment commencé, ou c'est des ajouts à la marge, ou alors des choses dont je doute particulièrement. Et on en parlera donc dans un autre sujet un petit peu plus tard. Je ferai peut-être ce podcast ce soir ou demain. Mais je trouve que déjà là, on a fait un bon tour de ce qui s'est passé cette semaine, des bons côtés, et on verra comment ça se développe. On pourra revenir un petit peu sur ce podcast dans 1 an. Mais je pense que là, il y a vraiment des choix excellents qui ont été faits par beaucoup de management de NBA. Enfin bref, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à en parler entre vous, à partager, etc. Allez voir sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur YouTube. Bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis à la prochaine pour un autre podcast. Au revoir.